Alors c'est avec grande joie, amitié et estime que j'assiste aujourd'hui au lancement de cette chaire compétences et vulnérabilité de Sorbonne Université auprès de sa titulaire, le professeur Catherine Tourette-Turgis. Cela fait désormais plusieurs années que nos destins d'enseignement et de recherche sont liés, d'expérimentation aussi, tant l'Université des patients, dont elle est la fondatrice, est indissociable de la chaire de philosophie du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, dans sa volonté de réinterroger les protocoles du soin et du rétablissement. Alors, nos chemins se sont croisés autour d'hypothèses et de problématiques de recherche qui relèvent de choix théoriques et cliniques, voulant mettre au cœur de nos travaux les savoirs expérientiels, les humanités médicales, l'approche capacitaire de la vulnérabilité et parfois plus spécifiquement la générativité du vulnérable, bien sûr la fonction soignante en partage, la conception holistique du soin et de la santé qui correspond indéniablement à la juste définition de la santé et de la maladie dans la transition épidémiologique que nous connaissons, avec ses incidences si particulières sur, dirait Canguilhem, la pédagogie de la guérison, sans oublier l'éthique narrative, l'éducation thérapeutique, la démocratie sanitaire, pour ne citer que quelques-uns des grands thèmes absolument essentiels des humanités en santé. Une chaire, compétences et vulnérabilité me semble d'autant plus pertinente que nous entrons dans un monde et des sociétés qui ne cesseront, ça a été dit, de faire des expériences d'effondrement et de failles ou de vulnérabilité systémique. Avec la crise de la Covid-19, nous venons de nous extraire du seul ordre du discours pour expérimenter et vivre de façon très concrète, très banale, dans notre quotidien le plus immédiat, et qui plus est de façon mondiale, une expérience d'effondrement que l'on pourrait qualifier ainsi en référence à la clinique du traumatisme et aux modélisations dites d'effondrement. Que signifie une telle expression ? L'expérience d'effondrement ne fait pas référence, bien évidemment, à une disparition, une apocalypse, mais renvoie à ce qui est mis en lumière par les modélisations dites d'effondrement, autrement dit, ces schémas, ces schèmes qui modélisent l'effondrement comme un moment où l'accès à une ressource, quelle qu'elle soit, physique, politique, matérielle, immatérielle, dès lors où cet accès à une ressource est remis en cause dans son caractère évident, équitable, précisément accessible. Dès lors, ce sont des systèmes socio-économiques, des systèmes culturels, éthiques, de raréfaction, de priorisation qui se mettent en place et quantité de dysfonctionnements se généralisent, comme la banalisation des modes dégradés et des modes d'exception et d'urgence. Nous allons donc connaître des phénomènes de boucles de rétroaction, d'emballement, de dérégulation forte et en conséquence des systèmes de priorisation, de rationnement, de biopouvoir, d'éthique utilitariste. Il s'agit là de l'expérience d'une faille systémique, d'une vulnérabilité qui fait que tout ce qui était considéré comme évident et comme une grande conquête de la modernité est remis en cause et va susciter quantité d'obligations de résilience, si nous voulons le voir de façon optimiste, et effectivement capacitaire, mais dans un premier temps de sidération. La première grande leçon consiste donc ici, l'expérience d'une faille systémique, l'expérience de la modernité par le vécu d'effondrement, par la récurrence des modes dégradés, par l'obligation d'une tolérance à l'incertitude et par l'approche de l'innovation par la générativité du vulnérable. J'évoquais en tout début d'intervention la nécessité de l'expérimentation et j'oserais même, après la notion de proof of concept, évoquer celle de proof of care. Nous le savons, nos vulnérabilités ne sont ni des hontes ni des fatalités. Certaines sont dites ontologiques, elles renvoient à la finitude humaine, même si les progrès des sciences et de la médecine corrélée aux sciences humaines et sociales font régulièrement bouger les lignes et frontières de cette ontologique. Il n'empêche, être un humain suppose encore de naître, de mourir, de tomber malade, de s'en relever, avec plus ou moins de potentialités préservées. C'est donc bien là tout l'enjeu, créer des structures qui permettent de faire de la vulnérabilité, on l'a dit, un vecteur de connaissance, un levier capacitaire, un biais pour penser et concevoir des protocoles aptes à faire front
devant ces modes dégradés qui nous attendent de façon de plus en plus récurrente. Si la vulnérabilité est un fait, l'autonomie, elle, ne l'est nullement. L'autonomie est un processus qui part du fait vulnérable et qui, grâce aux ressources portées par les milieux environnants et par soi-même, se dégage de cette vulnérabilité, la rend réversible et capacitaire. La politisation de la question sociale est précisément cette construction collective de l'autonomie, autrement dit la prise en considération par les ressources publiques de la vulnérabilité originelle et sociale, de la sortie de celle-ci du seul domaine privé et individuel ou de la charité de certains. Le rôle dédié à l'individu n'est donc nullement nié, il est en revanche enchâssé dans l'obligation publique et collective de constituer un milieu inclusif où la prise en considération de la vulnérabilité permet d'élaborer le plus équitablement possible la norme. Ce défi est principalement porté par les politiques publiques. Mais il nécessite aussi d'être soutenu et régulièrement renouvelé par des propositions plus expérimentales. D'où la chaire compétences et vulnérabilité, d'où l'université des patients et, permettez-moi, cet immodeste rappel, d'où la chaire humanité et santé du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Il faut en effet pouvoir tester, prototyper, comprendre comment d'autres mondes et d'autres modes d'être sont possibles, viables. Il faut de l'evidence-based de tout cela, des approches scientifiques, reproductibles et au-delà, bien évidemment, de ces simples institutions. Les preuves de soins sont des héritiers des preuves de concept qui sont des dispositifs de format multiples dédiés à la vérification de l'efficacité, de la pertinence, de la faisabilité, de la maturité de tel ou tel usage, technique, protocole, sachant que l'expérimentation doit être relativement frugale, rapide, absolument in situ. Les proof of care poursuivent cet objectif en le corrélant à une fonction clinique, thérapeutique, résiliente, non seulement en dédiant les objectifs des dispositifs expérimentés au prendre soin, mais simplement en analysant la fonction phorique au sens de foreign, du grec, ça porte, la fonction phorique de l'expérimentation en tant que telle, indépendamment bien évidemment de la viabilité de son résultat. Enfin, le proof of care est particulièrement dédié, je l'ai dit, à la générativité du vulnérable, autrement dit à tout l'exploratoire de celui-ci, qui peut nous inspirer, guider, orienter. Ça a été dit tout à l'heure, mais la philosophie du care est une phénoménologie, c'est-à-dire un processus de visibilité de l'invisibilité. Et encore une fois, les outils développés par la démocratie sanitaire sont des outils qui porteront bien au-delà de la démocratie sanitaire et qui viendront rénover tout simplement la démocratie. Ça a été rappelé par le professeur Logier. Cette chaire compétences et vulnérabilité aura multiples terrains. Le professeur Tourette-Turgis va les présenter, mais l'un d'entre eux sera lié à la question, bien évidemment, de la psychiatrie et plus généralement de la santé mentale. Juste un point. Avant de travailler sur des pathologies psychiatriques plus spécifiques, revenons sur cette tolérance à l'incertitude dont nous parlions précédemment, qui est un grand marqueur de notre santé mentale et physique, car l'être humain a besoin à la fois d'être tolérant à l'incertitude et donc de montrer qu'il n'a pas cette psychorigidité qui peut le mettre en danger, mais il a également besoin de produire des effets réguliers de stabilisation et donc des capacités de projection et d'anticipation. C'est toute cette manière psychique que nous avons de vivre nos vies qui est atteinte derrière la question de l'expérience d'effondrement. C'est-à-dire que nous allons avoir, dans ces prochaines années, une sursollicitation de la question de la santé mentale, avec effectivement ce que Vigarello et d'autres peuvent appeler une extension du domaine de la fatigue, ou d'autres qui parlent du burn-out comme fait social. Autrement dit, la banalisation d'une usure mentale avec immédiatement corrélée une incidence morale qui est mécaniquement due à cette expérience continuelle d'incertitude, de difficulté à se projeter, à lire l'événement qui se produit. Un des effets collatéraux de l'expérience de la faille systémique est une forme de confusion perceptive, des phénomènes de désorientation très forts, un sentiment d'irréalisation, et c'est là véritablement des symptômes assez typiques d'une clinique du post-traumatisme.
Et on voit là encore que la chaire aura à cœur d'étudier cette compétence et cette vulnérabilité collective politique. Avec le professeur Tourette-Turgis, nous avons et continuerons de développer ce thème de l'expertise patient en contexte psychiatrique. Je ne vais, je vous rassure, nullement présenter les différents programmes de recherche qui sont les nôtres. Je vais simplement en saluer un avant de conclure, notamment parce qu'il s'inaugure la semaine prochaine, 28 mars, en RDC, donc au Congo, à l'hôpital de Panzi, qui a été fondé par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et avec l'AFD en partenariat structurel. Et il s'agira là de produire un evidence-based medicine et un evidence-based humanities, des protocoles de résilience de l'hypertraumatisme en contexte post-conflit. Et c'est vrai que les équipes de Panzi ont souhaité créer une université des patients, donc les enfants s'ouvrent à l'étranger, une chaire de philosophie dédiée à un cursus d'expertise patient autour des violences de genre et sexuelles, pour sortir justement du simple statut testimonial ou de victime et pour accéder à la mise en place d'un plaidoyer international à destination, bien évidemment, des communautés congolaises, mais des communautés onusiennes aussi. Je cède la parole au professeur Tourette-Turgis en lui rappelant mon estime profonde et mon soutien total dans l'aventure de cette chaire.